Bonsoir, ravi de vous retrouver après notre série d'émissions estivales. Cette nouvelle saison d'ABE s'ouvre sur un paysage lacustre, souvent ensoleillé, mais en même temps assez sombre. Les poissons dits nobles, ceux qu'on préfère, qui sont pêchés traditionnellement dans nos lacs romans, se font rares, trop rares. À qui la faute? Il y a un oiseau vorace dans l'histoire, mais pas que. Comment est-ce que les pêcheurs professionnels vivent cette situation catastrophique? Quelles solutions? Nos poissons n'ont pas la pêche, c'est notre enquête ce soir. On verra aussi qu'un séjour de convalescence dans un établissement médico-social après un accident peut vous manger vos économies. Pourquoi? Témoignage d'une téléspectatrice qui va nous permettre de comprendre un système de facturation assez complexe. Souvent, en fin d'enquête sur les surpêches dans les mers et les océans, je vous ai conseillé de consommer davantage de poissons de nos lacs. C'est toujours vrai, sauf que les poissons les plus prisés se raréfient. Après les années maigres de 2017 et 2018, cette saison tourne à la catastrophe. Comme souvent, il n'y a pas qu'une seule cause. L'enquête de François Janet et Régis Migy le montre bien. Mais il y a un coupable que les pêcheurs pointent du doigt en particulier. C'est un oiseau prolifique et vorace qui n'hésite pas à trouer les filets des pêcheurs qui ont le blues. Tous les jours, je suis sur le lac, tout le temps. Puis je me lève tous les jours à 4-5 heures. Ma vie, c'est la pêche. C'est mon père qui aimait la pêche. Puis après, on s'est mis à la pêche. Et puis, je dois dire que c'est un métier qui me tient parce que c'est la nature à 100%. On est toujours dehors, j'adore. En près de 50 années de pêche, Denis Junot en a vraiment vu de toutes les couleurs. Ben, quand j'ai commencé, nous, on avait une eau qui était normale. Hein. Il y avait l'eau qui changeait de couleur, il y avait beaucoup de plancton. Mais là, c'est carrément une catastrophe. On ne peut pas dire autre chose. On sent que tous les poissons, tous les efforts qu'on a fait, parce qu'on pêchait des gros poissons, éviter de pêcher des petits, ben, tout ça c'est bousillé par ces cormorans, tout ça qui prennent en bas. Moi, ce que je vois surtout, c'est que le poisson qu'on ramène, ben, il n'y en a plus, puis ça suffit plus pour vivre, et puis que les jeunes sont au bout du rouleau. Puis ça, j'ai jamais vu avant. On a vu des périodes où on était difficile, la pêche, elle a toujours été entre haut et bas, mais on savait qu'à un moment donné, ça remontait, mais là, on s'est réduit à pêcher des étanges. J'ai dit l'étange, pour moi, ça me fait pitié. Denis Junot ne subit pas trop sévèrement cette pénurie dramatique de poissons dans le lac de Neuchâtel. Il a atteint l'âge de la retraite et il ne craint plus les fins de mois et les factures à payer. Au contraire, Olivier, son fils, se démène comme il peut en se rabattant sur des poissons moins recherchés. Il n'y a pas grand-chose pour le moment. C'est un peu comme ça tout le temps depuis quelques temps, non? Ça dépend toujours dans quel filet. Mais en ce qui concernait les perches, les palets, les bondelles, les truites et les brochets, c'est juste c'est le néant. La dernière fois que j'ai été au palais, c'est-à-dire hier, j'ai fait 6 palets. Et ça n'a même pas payé la sortie avec l'essence. Ce jour-là, comme les autres d'ailleurs, les filets restent vides longtemps. Ah voilà, en voilà 2. Après 200 mètres de filet. Hein. Alors là, au premier plan, on a une brème. Ça, c'est une brème. Et puis ça, c'est une tanche. C'est assez gros. Voilà, oui, c'est des gros, alors, ouais, c'est clair. Voilà, c'est un très joli poisson. Les brèmes, tanches, carpes ou autres silures sont ces poissons blancs longtemps délaissés en cuisine. C'est pas du tout demandé. C'est justement ça qui est difficile, parce que ça demande beaucoup de travail dessus, beaucoup de préparation. Et puis je pense en général, on les utilise pour faire des tartes, des mousses, des terrines, des fritures, de l'émincé. On peut les mettre dans la soupe aussi. Donc c'est pas un poisson qui se mange tel quel aussi facilement qu'une palée. Hein. Il suffit pas juste de la mettre dans un papier d'alu avec un peu de vin blanc puis la mettre au four. La tanche, elle mérite beaucoup plus de préparation. Mais les tanches se vendent difficilement entre 15 et 19 francs le kilo de filet, contre 35 francs le kilo de filet de palais ou de ferrat, et même 75 francs pour le filet de perche. Ah bah tiens, ça c'est un miracle.
un brochet. Ça, c'est un sacré coup de bol. Ces jours, j'essaye d'en faire désespérément. C'est une certaine taille, hein. Ouais, alors, il fait déjà pas loin de 2 kilos. Les corégones, palais, bondelles, ferras dans le Léman constituent plus de 60% du revenu des pêcheurs. Mais leurs captures sont en baisse vertigineuse, jusqu'à moins 70% cette année dans le lac de Neuchâtel. Après, on a diverses autres espèces. Donc la perche, elle est loin d'être au top. La palais, qui se portait plutôt très bien il y a encore 4 ans, est en chute libre maintenant, puis clairement aussi mise à mal par le cormoran. La bondelle, c'est la même chose. C'est catastrophique. On n'arrive tout simplement plus à vivre. On n'arrive plus à vivre correctement avec les fruits de notre lac. Les eaux, elles sont plus qu'elles étaient, hein, là, avec les polluants, tous ces micropolluants, les stations d'épuration qui ne filtrent pas ce qu'elles devraient filtrer. Puis on a une population de cormorans excessive. Il ne faut pas oublier que Neuchâtel a les grandes colonies suisses, elles sont sur notre lac. Donc avant de pêcher dans les autres lacs, elles pêchent chez nous. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on a remarqué l'impact qu'elles causaient à notre écosystème. Et puis le cormoran, lui, il puise toujours des quantités effrayantes, hein, puisqu'il pêche le double de ce que nous pêchons nous par année. En plus de ne plus pouvoir en vivre, on voit notre écosystème s'appauvrir de jour en jour. C'est triste. En Suisse romande, les premiers cormorans nicheurs ont été observés sur le Léman en 1974. On en comptait 4. Aujourd'hui, dans toute la Suisse, on en dénombre près de 5000. Les 2 colonies les plus importantes nichent autour du lac de Neuchâtel, où elles prélèvent plus d'1 tonne de poissons tous les jours. Il est sûr que les cormorans se nourrissent de poissons, ça c'est certain. Donc c'est un prédateur qui fait partie de l'écosystème de nos lacs. Il mange effectivement des quantités importantes de poissons, mais c'est qu'un des acteurs de la chaîne alimentaire dans nos lacs et c'est qu'un des éléments qui influencent les populations de poissons. Il faut dire aussi qu'on a eu des très bonnes années de la pêche professionnelle il y a quelques années, alors que les effectifs de cormorans étaient déjà très importants sur nos lacs. Si les cormorans se mettent à diminuer, là, il y aura encore plus de soucis, je pense, pour les pêcheurs professionnels. C'est plutôt un indicateur qu'il y a encore actuellement une grande biomasse, une grande quantité de poissons, toutes espèces confondues. Et effectivement, la régulation, elle se passe de manière assez naturelle. Si les effectifs de tous ces poissons, y compris les poissons blancs, se mettent à chuter fortement, les cormorans vont partir ailleurs parce qu'ils n'auront plus assez de nourriture, notamment pour élever leurs petits. Il y a beaucoup d'oiseaux piscivores qui n'ont jamais un impact aussi important que celui du cormoran. Là, on parle vraiment d'une bête de combat, d'un avion à réaction, quoi. C'est le must du must. C'est une fusée, hein, comparé à un grèbe. Le cormoran, il est adapté pour son milieu. C'est une bête de course. Chef de la section chasse, pêche et surveillance pour le canton de Vaud, Frédéric Hoffmann observe aussi bien le Léman que le lac de Neuchâtel. Nous l'avons rencontré devant les poissons du musée du Léman à Nyon. Frédéric Hoffmann est souvent interpellé par les pêcheurs sur la question du cormoran. Le cormoran, c'est le coupable tout désigné parce que c'est vraiment le facteur qu'on peut maîtriser et surtout qui est visible. Donc oui, le cormoran prélève sans problème 300 tonnes de poissons sur le lac de Neuchâtel, par exemple. La moitié des couples de Suisse nichent sur ce lac de Neuchâtel, donc il a un vrai impact. Et effectivement, on pourra prendre des mesures à cet effet. Mais l'autre message, c'est de dire que ces populations de cormorans, ça fait quand même déjà plusieurs années qu'elles sont là, et les effectifs n'ont pas fondamentalement changé. Donc il n'y a pas un lien directement proportionnel entre la baisse des captures et l'augmentation du cormoran. Des cormorans, il y en a aussi qui dévorent des poissons dans le Léman. Ils se gavent de truites et d'ombles. Grande inquiétude des pêcheurs là aussi et beaucoup demandent que des mesures soient prises. Pour en parler, 2 invités ce soir. Éric Dolay, président de la Corporation des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel, en duplex de Neuchâtel, et Daniel Efti, collaborateur scientifique auprès de la division Espèces, écosystèmes et paysages de l'Office fédéral de l'environnement en duplex de Berne. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je commence avec vous, Éric Dolay. Est-ce que vous
dites que vous êtes très inquiet, la situation est catastrophique. Est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu? On sait qu'il y a des variations quand même d'une allée à l'autre. Non, c'est pas de l'exagération, parce que la moyenne des prises pour les pêcheurs professionnels tournait à peu près à 340 tonnes. 2017, c'est passé à 240 tonnes. 2018, 160. Et maintenant, avec les statistiques officielles pour les 6 premiers mois, on en est à 32 tonnes. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, on va peut-être arriver à 70 tonnes. C'est du jamais vu depuis passé 80 ans. Donc, on n'exagère pas. Daniel Efti, est-ce que les pêcheurs s'inquiètent pour rien? Quelle est votre perception à vous? Non, je ne pense pas. Il est indéniable que la situation sur le lac de Neuchâtel est relativement critique et nous comprenons très bien les doléances et puis les soucis très légitimes des pêcheurs professionnels. D'accord. Au fond, vous avez, vous aussi, des chiffres qui montrent que dans ces 3 dernières années, il y a vraiment une chute du nombre de prises, hein. Alors, sur le lac de Neuchâtel, que nous connaissons moins parce que la Confédération n'est pas directement impliquée dans la gestion, mais la situation est un petit peu similaire, toute proportion gardée sur le Léman, où effectivement, là aussi, on a, après des bonnes années de pêche maintenant depuis plusieurs années, un fort recul enregistré notamment par les Corégones. Alors soyons concrets quant aux mesures que vous souhaitez du côté des pêcheurs. La commission intercantonale de la pêche des cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg a décidé que vous pourrez diminuer la maille des filets à bondelles, mais surtout a créé un permis de chasse spécial gratuit pour les pêcheurs professionnels pour qu'ils puissent tirer le cormoran à proximité de vos filets. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui et non, c'est-à-dire que c'est des petites mesures, ça a un pansement sur une jambe de bois. Le problème est ailleurs. Le problème est que tous ces cormorans, c'est la proportion de juvéniles, de jeunes poissons qui mangent. Et on peut faire ce qu'on veut, ça restera la problématique du cormoran. On a un règlement d'exécution qui nous dit justement de préserver les juvéniles. Ça a marché pendant des centaines d'années. Maintenant, on a la plus grande colonie de cormorans au bord de ce lac. Et automatiquement, ils prélèvent une grande partie dans les juvéniles. Alors qu'est-ce que vous demandez, monsieur Delay, alors? Qu'est-ce qui vous satisferait? C'est clair qu'on l'avait déjà demandé à l'époque, une régulation. Plus, là, mais actuellement, on est dans un stade où on ne couvre même pas nos frais d'exploitation. On sait qu'il y a des discussions qui vont être prises avec Berne, on est d'accord. Mais si on n'a pas une aide d'urgence, c'est la fin de la pêche professionnelle, ça on peut le dire au lac Neuchâtel. Alors dans l'ordre, monsieur Efti, régulation, c'est-à-dire pouvoir abattre des cormorans même dans des réserves. Est-ce que c'est OK du point de vue de la Confédération et de l'OFEV? Alors écoutez, la question du cormoran a toujours été très claire vue de Berne. En fait, la législation prévoit des possibilités d'intervention dans ces zones de réserve d'oiseaux d'eau d'importance internationale, il faut tout de même le signaler. Par contre, une entrée en matière est possible seulement après avoir une documentation exhaustive de ces dégâts. Et là, nous avons toujours été très clairs. Il faut, dans un premier temps, de la part du canton des pêcheurs, une démonstration que toutes les mesures préventives ont été prises. Et puis, il faut aussi surtout une documentation des dommages qui sont créés sur les filets, tel que l'avait à l'époque déjà recommandé l'arrêt du tribunal fédéral. Alors, vous manquez de chiffres, si je comprends bien, de documentation. Sur le deuxième point qui est important, les pêcheurs, on l'a entendu, demandent une aide d'urgence, demandent des compensations financières, voire même finalement ce que les agriculteurs connaissent, c'est-à-dire des paiements directs. Est-ce que là aussi, c'est envisageable sur le principe ? Alors écoutez, cette question fait l'objet actuellement de plusieurs interpellations parlementaires qui sont encore en traitement auprès du Parlement et du Conseil fédéral. Et je ne suis malheureusement pas autorisé à vous donner des réponses anticipées pour ne pas préjuger évidemment de la réponse du Conseil fédéral. D'accord. Alors monsieur Delay, vous, est-ce que vous attendez que le monde politique se mobilise pour vous aider ? Tout à fait. On a déjà nos parlementaires cantonaux ont déjà beaucoup fait pour nous. Il y a eu des interpellations, des résolutions, ça bouge de ce côté. Ça c'est surtout la chose positive qui est. Maintenant, nos autorités cantonales, c'est clair que nous, chaque année, on est revenu à la charge avec cette problématique. Et puis, au bout d'un moment, on arrive gentiment au bout. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut vraiment qu'il y ait de l'action qui se passe. Et puis, qu'on nous dise si on veut que la pêche professionnelle continue, une pêche artisanale continue au lac Neuchâtel, parce que c'est vraiment la question maintenant. Donc, on va terminer là-dessus. Monsieur Efti, vous l'entendez, il y a une certaine urgence. C'est un message qui peut passer ce soir auprès des autorités, vous pensez ?
Oui, certainement. La question du cormoran, effectivement, comme l'a souligné M. Delay, est quelque part un sujet récurrent. Je voudrais peut-être ajouter que le cormoran, c'est un petit peu comme la pointe de l'iceberg. C'est un problème, effectivement, un facteur certainement aggravant, mais je pense que compte tenu de l'évolution de la situation, de cet écroulement des captures, je pense le cormoran ne peut pas expliquer à lui seul la chute des captures, et ce n'est pas le cormoran qui met en péril l'existence de la pêche professionnelle. Donc il faudra quand même s'attacher à balayer d'autres pistes possibles en collaboration avec les pêcheurs et avec les cantons. Voilà qui est très clair. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour ces explications ce soir. Merci. Merci, Madame. bonne soirée à vous aussi. Merci, au revoir. Et puis j'ajouterais que si les quantités de poissons pêchés ont chuté drastiquement, la faute au cormoran, oui, mais pas seulement, on l'a dit, le réchauffement climatique, les micropolluants, et la liste ne s'arrête pas là malheureusement pour expliquer que dans le lac Léman, par exemple, les ferrats se font rares. Pas de ferrat encore en vue. Non, pour le moment pas. Elles se font rares cette année? Oui, alors cette année, je pense que c'est l'année où il y en a le moins depuis que j'ai commencé. Mais c'est que maintenant, les 2-3 dernières années, depuis 2016, c'est vraiment... Ça devient vraiment problématique au niveau de la ferra. C'est en contradiction avec les années d'abondance qu'on a eues. Ça fait un gros écart entre l'abondance et puis la raréfaction comme on a maintenant. J'ai des collègues sur d'autres lacs qui ont plus de difficultés que nous encore au Léman. Donc ça, c'est une chose. Après, il faudra voir. Mais maintenant, on commence à se poser sérieusement des questions, puis se remettre en question aussi par rapport aux situations professionnelles, de plus en plus. C'est vrai qu'on a pas mal de modifications au niveau du lac. On a bien sûr les cormorans qui arrivent, qui sont de plus en plus présents. Après, on a aussi une évolution au niveau de ces des moules. Maintenant, on a une nouvelle variété de moules aussi qui se développe dans le lac, ces petites moules claires. Donc c'est vrai que depuis que ça s'évolue, maintenant on en a depuis tout au bord, ces moules, jusqu'à peu près 50-60 mètres de profondeur. Donc c'est vrai que ça, c'est une chose qui est... Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, oui. Puis on peut voir que ça peut modifier des écosystèmes. C'est clair, avec une présence aussi forte, avec la consommation, ça va filtrer l'eau, ça va manger du phytoplancton, ça va manger plein de choses. Au détriment peut-être du poisson. Donc avec un cumul de plusieurs facteurs, c'est vrai que c'est pas l'idéal, quoi. Tous les pêcheurs subissent ce nouveau venu dans nos lacs. Sur la côte française aussi, la moule quagga préoccupe les professionnels. Et les petits coquillages qui ressemblent un peu à des coques, ça fait depuis, je sais pas, 5-6 ans qu'on les trouve, ceux-ci. Alors, ils montent dans les filets parce qu'ils sont pris avec les moules zébrées, là. Ce qu'il y a, voilà, ça c'est du travail en plus, vous voyez. Et ça déchire un peu les filets de temps en temps. Mais celle du large, en général, elle est simplement prise sur le dessous du filet, sur la ficelle plombée, là. Mais il y en a tout le long, jusqu'à, je sais pas, 70-80 mètres. Hein. Et même une écrevisse, en prime. Ces coquillages, ces moules qui viennent d'Asie ou de l'Est, colonisent tous les fonds, empêchent parfois de faire pousser les algues du fond, occupent des sites de reproduction pour certaines espèces de poissons qui se reproduisent sur le fond, sur des fonds graveleux, parce que ces cailloux, ces galets sont tous maintenant colonisés par ces coquillages et les poissons peuvent se blesser lorsqu'ils viennent se reproduire. Ça n'a pas encore été clairement démontré, mais en tout cas, le long des fleuves, sur le Rhône genevois par exemple, c'est clair, c'est un phénomène connu. C'est à Thonon que nous avons enfin trouvé quelques ferrats. Une aubaine pour les pêcheurs du coin, bien sûr, mais aussi pour Chloé Goulon, une scientifique de l'INRA, l'Institut national français de la recherche agronomique. Cela fait 1 an que l'INRA a relancé l'étude des populations de poissons des lacs. Qu'est-ce que vous faites là exactement, Chloé ? Alors, je vais prélever des écailles sur environ 30 individus, parce que les écailles, ça va nous permettre ensuite, en laboratoire, de déterminer l'âge de chaque individu. Et ainsi, on va pouvoir regarder les structures en âge de la population,
qui nous permet en fait d'obtenir un indicateur sur l'état des populations de poissons. Les écailles sont détaillées au microscope en laboratoire. Donc là, ça serait un individu. Donc on Premier voit hiver. Premier hiver, deuxième hiver, troisième hiver. Et vu reprise. qu'il est capturé en juin, on voit la reprise de croissance qui est quand même assez nette. Pour une fois, ouais, au mois de juin. Oui. Sur une écaille, on mesure les arrêts de croissance pour établir l'âge du poisson. Et on arrive à déterminer sa taille tout au long de sa vie. On peut aussi voir s'il s'est reproduit. Oui, donc à première vue, on voit des traces de marques de frais, ouais. de reproduction. Ouais. Ok. Les archives de l'INRA stockent des écailles de poissons depuis les années 50. Leur examen détaillé contribuera peut-être à expliquer la raréfaction des poissons observés actuellement. Parce que pour l'heure, les scientifiques sont loin de toute certitude et ils gèrent prudemment de nombreuses hypothèses. Le fait qu'on observe la même chose sur le Léman, sur le lac de Neuchâtel, enfin en tout cas cette baisse des captures, et puis aussi on a un lac en France, donc le lac du Bourget, on voit la même évolution en termes de statistiques, etc. Donc ça nous fait penser qu'il y a quand même un événement climatique en jeu. Après c'est vrai qu'il est un peu tôt pour dire que c'est lié au changement climatique. Ça peut être aussi des fluctuations naturelles du climat. Par exemple, la perche, dans les années 80, a été impactée par des phénomènes climatiques et ses populations ont drastiquement chuté. Donc ça peut être aussi simplement des hivers particulièrement chauds. Réchauffement climatique ou fluctuations naturelles? Les mesures de température, en tout cas, sont éloquentes. On sait que le Léman s'est réchauffé de 2 degrés depuis 50 ans. Ça a induit un décalage aussi de la période de reproduction du corégone notamment. Donc on a des individus qui se reproduisent jusqu'à quelques semaines plus tard, en janvier. Et puis derrière, on ne sait pas encore si vraiment les alevins, quand ils éclosent, ils trouvent la ressource à disposition, la ressource alimentaire. Il y a certaines espèces qui vont être impactées fortement par le changement climatique, donc ça va être plutôt les salmonidés, puisqu'ils ont besoin notamment de températures froides pour la période de reproduction. Mais d'autres espèces peuvent être moins impactées, puisque certaines espèces ont besoin de températures un peu plus chaudes pour leur développement. Donc la perche et le gardon qui peut profiter aussi de cette hausse des températures. On améliore l'habitat, on améliore la qualité des eaux et malgré ça, des espèces de salmonidés qui aiment, qui sont sensibles à tout cela, n'arrivent pas à redécoller. Résultat, on est obligé de suspecter d'autres aspects tels que les maladies ou l'effet caché, l'effet sournois des micropolluants. On sait que ces micropolluants ont un effet de perturbateurs endocriniens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent baisser la capacité olfactive d'un poisson. Donc un poisson pourrait perdre gentiment l'odeur finalement pour aller retrouver ses sites de reproduction. On sait, c'était documenté aussi, qu'ils peuvent perdre leur instinct de défense face à des prédateurs. Donc la capacité de fuite est réduite. On sait dans des lacs américains aussi qu'on a un impact sur la fertilité du poisson. Il y a des poissons même qui changent de sexe. Ça n'a pas encore été clairement prouvé chez nous. Mais clairement, on doit maintenant pousser ces études pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe. Surpêche, cormorans, micropolluants, réchauffement climatique. Les menaces sur la pêche sont plus nombreuses que les solutions. Parmi les solutions, il y en a qui sautent aux yeux, telles que le repeuplement. On rempoissonne déjà énormément. Si je prends le lac de Neuchâtel, ça fait 10 ans qu'on met plus de 40 millions d'alevins de corégone, plus encore 10 millions de bondelles, qui est aussi une espèce de corégone. Chaque année? Chaque année. Donc on voit bien que ce repeuplement existe depuis 10 ans et malgré cela, la population se casse la figure. Peut-être parce que pour certaines espèces de poissons, l'alvinage n'est pas assez efficace. Pour le corégone, donc, une étude a montré que l'alvinage contribuerait de l'ordre de 1 à 4%, donc ce qui est assez minime. Donc on a fait un effort, on essaye de réduire un minimum l'effort de ce repeuplement parce que chaque alevin qui est introduit potentiellement peut porter concurrence à la population en place, potentiellement peut amener des maladies également. Donc on se doit d'éviter de jouer les apprentis sorciers.
La nature s'adapte sur des décennies. L'homme, lui, observe des échéances beaucoup plus courtes. Dans l'équation, il faut ménager plusieurs intérêts, parfois contradictoires. Les lacs sont multifonctionnels comme la forêt. On se doit d'assurer l'alimentation en eau potable, on se doit d'assurer des lieux de baignade, donc des plages propres, on se doit d'assurer évidemment le rendement de la pêche professionnelle, et puis surtout on se doit d'assurer la pérennité de la biodiversité. Aujourd'hui, avec l'amélioration de la qualité des eaux, avec l'assainissement du phosphore dans les stations d'épuration, avec l'interdiction du phosphate dans les lessives depuis plus de 30 ans, on a atteint ce but. On a aujourd'hui des eaux effectivement propres, pauvres en phosphore. Et c'est vrai que ça a un impact sur le rendement de la pêche professionnelle. D'ailleurs, les pêcheurs parlent parfois de lacs trop propres, trop épurés pour contenir suffisamment de nutriments pour les poissons. D'ailleurs, une plateforme flottante va explorer l'état du lac Léman jusqu'en 2026, ce qui permettra de mesurer les conséquences du réchauffement climatique, entre autres choses. Les poissons nobles se faisant rares, on vient d'évoquer les différentes causes connues. On est vraiment dans le multifactoriel, là. Il y a quand même un moyen de diversifier un peu la pêche, d'exploiter d'autres poissons, des espèces moins recherchées, qui pour l'instant ne font pas très envie aux consommateurs, à tort. Après une sortie de pêche, un gros travail attend encore Olivier Junot. Les brèmes, les carpes, les silures, ou comme ici une tanche, doivent être soigneusement préparées avant d'être mises en vente. La peau, c'est très solide. Même mon couteau, qui est super bien aiguisé, on a de la peine à couper ce cuir. Et on sent qu'il y a beaucoup d'arêtes aussi. C'est pour ça que c'est des poissons qui ont été un peu délaissés, parce qu'ils méritent une grande préparation. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Contrairement à la palais ou à la ferra, avec les poissons blancs, on n'exploite qu'une petite partie du poisson. 20% à peine, en tout cas pas plus. Puisque quand on voit ici le poids total de la carcasse avec des arêtes massives, une tête massive, des nageoires vraiment très épaisses, on a déjà la majorité du poids ici. Les gens pensent souvent, par exemple, à tort, que le silure a le goût de vase, que la carpe, la tanche auront aussi le goût de vase. Alors effectivement, s'ils sont pêchés en plein été dans un étang, il y a de fortes chances qu'ils aient le goût de vase. Mais dans un lac comme le nôtre, ils n'ont pas le goût de vase du tout. Et s'ils sont bien préparés, c'est des poissons qui sont tout aussi bons. Maintenant, on est pêcheur, on est poissonnier, on prépare le poisson. On va téléphoner, on va essayer de vendre, on est vendeur. Et puis après, on est livreur, on va aller livrer notre poisson. Salut Raphaël. Hey Jolie, comment tu vas? Ce jour-là, Olivier a livré tanche et silure à la buvette de la Pointe du Gras, à 2 pas de sa base. Je me réjouis de voir ça, là. Waouh, magnifique, magnifique. Le silure, je le prépare un peu à la façon asiatique. Le but, c'est de relever un petit peu le poisson, de lui donner un petit peu de goût un peu différent que ce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, quoi. Quand on leur dit aujourd'hui il y a du silure, ils vont se dire ah waouh, ça paraît un peu étonnant. Ils le goûtent puis ils se disent c'est génial. Affirmation confirmée. Nous avons goûté friture de silure et de tanche avec un plaisir unanime. Voilà, bon appétit. Merci. Alors, on aimerait bien que ça revienne, mais c'est vrai que pour le moment, c'est très calme. Et puis là, on a que les poissons blancs qu'on fait comme ça en brochette. Ouais. Ok, je reviendrai, Kaka. Ouais, bonne journée. Au revoir. Ces poissons, Alain Schmitt les vend essentiellement au marché de Morges. Faute de poissons nobles, la grande distribution n'est plus un client. Et les restaurateurs ont de la peine à adapter leur carte. Il faut beaucoup de patience pour changer les habitudes. La carpe par rapport aux autres, ça sera... Dans le lac? Oui, bien sûr. Oui, c'est des gros poissons. La carpe, c'est un peu plus... il y a un peu plus de goût, il y a un peu plus de texture de chair. Le client qui vient ici, c'est clair qu'il va prendre une petite quantité et puis il sera curieux ou non. Donc, il prendra le risque ou pas en fonction de ses envies. C'est vrai que le restaurateur, il va faire ça pour le proposer à ses clients. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des restaurateurs qui ne veulent pas prendre le risque
de prendre un poisson puis qu'il le reste sur les bras. Donc ils vont pas tenter le challenge. Voilà. Merci. Vous avez les 1 franc par hasard? Oui, je pense. Oui. Puis je les cuis combien Super. de temps? Merci. Voilà. Nous, on les fait au four, puis on les fait une quinzaine de minutes à 180 200 à peu près. Puis comme ça, puis là, elles sont nature, donc vous pouvez les assaisonner avec des petites herbes, un peu comme vous C'est avez. ce contact avec les clients qui est très plaisant, puis de pouvoir valoriser vraiment tout ce qu'on pêche. Ça paraît le béaba, mais c'est ça, de savoir quel goût il a, quelle texture il a, qu'est-ce qu'on peut faire avec, de donner des ébauches de recettes aussi aux clients. C'est vrai que souvent, on ne sait pas comment faire. Pour donner une idée, simplement, il faut juste lui donner le goût d'essayer, de découvrir, et puis c'est parti, quoi. Non, t'as plus assez. Vous voulez que je la tienne? Hop, viens voilà. Dans les Hauts de Lausanne, à la Pomme de Pin, nous avons trouvé un restaurant qui cuisine volontiers les recettes qui mettent en valeur d'autres poissons que la ferra, le filet de perche, l'omble ou la truite. Georges Crozet aime faire découvrir ou redécouvrir à ses clients la pochouse, une soupe de poisson du lac. Donc là maintenant, j'ai fait suer des légumes, c'est-à-dire poireaux, céleri, oignons, un peu d'ail. Je ne mets pas de carottes, pas de verre de poireaux, sinon ça rend un peu gris le bouillon que je vais faire. Donc j'ai fait suer assez bien mes légumes parce qu'on va faire un temps de cuisson, d'ébullition très court. Si on cuit trop longtemps avec les arêtes, ça donne une amertume au fond. Donc 15-20 minutes gentiment d'ébullition. Autre vertu de cette soupe, on utilise l'entier du poisson. On pourrait mettre n'importe quoi, mettre du brochet, de la carpe. Faut éviter bien sûr de mettre de la perche et de l'omble parce que c'est dommage de les mettre dans une soupe quelque part. C'est sympathique d'en avoir plusieurs sortes parce que des fois on a des textures différentes. Il y a des poissons qui va peut-être un petit peu plus rester ferme, l'autre qui va un petit peu plus se défaire. Et puis en bouche, il y a quand même un goût différent. Donc là maintenant j'ai mis donc tous mes petits légumes. J'ai fait suer, j'ai mis le poisson. Là c'est de la carpe. Et je mets un peu de vin blanc. Voilà. Je le laisse un petit peu réduire. Juste comme ça. Et puis, je vais mouiller avec de l'eau froide. Pourquoi de l'eau froide? Ça met un peu plus loin à cuire. Puis l'eau froide sort tous les goûts qu'il y a du poisson. Si je mets l'eau chaude, ça referme les pores de la chair. Tout reste à l'intérieur. Voilà. Ça. Donc là, je ne l'ai pas assaisonné, pour ainsi dire, parce qu'on va le laisser cuire après. On travaille sur des réductions. Et si on sale trop vite, on risque d'avoir une surprise après quand on réduit. Ça risque d'être trop salé. Donc là, j'ai fait un roux, 70 g de farine pour 40-50 g de beurre. Et puis, je vais verser mon fond de poisson dedans. Ce qui va, avec le roux, ça va lier. Alors, j'en mets pas trop au début. Ça sera un peu épais. Et puis, donc, un peu de crème. Et après la finition, donc 5-10 minutes avant de servir, on va prendre nos filets qui sont là. On les coupe en petits morceaux, on met dedans, on laisse cuire 5 minutes et on sert. Cette recette de pochouse, soupe de poisson du lac, vous pourrez la retrouver sur le site internet d'À Bon Entendeur. Il y en a beaucoup d'autres qui sont possibles. Le quotidien 24 heures nous apprenait en avril dernier que les cuisiniers de l'école hôtelière ont gagné les faveurs d'un jury avec un moelleux de tanche, un croustillant de gardon et un croque-cuchole aux écrevisses. Vous avez la parole dans À Bon Entendeur, ça ne changera pas. N'hésitez pas à nous écrire. Comme je vous le dis souvent, vos expériences, vos mésaventures sont largement utiles à d'autres. Est-ce que vraiment elle doit payer une facture de 6 000 francs à laquelle elle ne s'attendait pas? C'est la question que nous a posée une téléspectatrice du Jura bernois par l'intermédiaire de sa fille. 6 000 francs pour un séjour en IMS, le temps de se rétablir. Les explications de François Janet. Jocelyne Ludy marche encore à l'aide de béquilles. Bonjour. Salut, ma petite mamie. Ça la rassure quand elle va ouvrir la porte à Virginie, sa fille qui vient lui rendre visite à Tavannes. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Ça va. T'avais congé cet après-midi? Ben oui, j'ai pris congé cet après-midi, profiter un peu du beau temps. C'est qu'en avril dernier, Jocelyne Ludy a été victime d'une méchante chute. Résultat, fracture du trochanter, une petite excroissance située aux extrémités du fémur. Madame Ludy a dû être opérée 2 fois. Ah oui, j'ai eu une opération, puis assez
Une cicatrice assez grande, ils ont dû m'ouvrir beaucoup. Donc, une opération, puis ensuite convalescence. Et là, votre médecin, qu'est-ce qu'il vous a recommandé? D'aller me reposer, ce qu'ils appellent en vacances. Et puis j'ai pu choisir, et puis j'ai choisi mon repos. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pour eux, et puis j'ai décidé d'aller là pour ça, quoi. C'est Virginie qui a pris des renseignements pour préparer la convalescence de sa maman, qui n'est couverte que par son assurance de base. J'ai expliqué le cas, j'ai expliqué dans quel établissement elle allait aller. Et puis, à ce moment-là, on m'a répondu simplement qu'elle était très bien assurée et qu'on ne devait pas se faire de soucis. Et puis, à la suite de ça, j'ai encore pris contact par mail avec le service des prestations en leur demandant comment ça allait être couvert. Et là, on m'a répondu qu'elle devrait payer 15 francs par jour, comme les frais de l'hôpital, en fait. Et c'est seulement au moment où j'ai envoyé la facture que là, c'est une autre personne qui m'a répondu et on m'a dit que tous les frais qui lui étaient facturés étaient à sa charge. Et la surprise est de taille. Pour un séjour d'1 mois, Madame Ludy s'attendait à une facture d'environ 500 francs. Mais elle doit payer plus de la moitié d'un montant qui dépasse 12 000 francs. Je ne m'y attendais pas, je pensais que ça serait payé par la caisse, mais non, justement pas. À quel moment est-ce que vous avez compris un peu de quoi il s'agissait? Quand j'ai reçu la facture. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ça m'a un peu écœurée, si on veut dire comme ça, quoi. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est moi qui dois payer tout ça. Ouais, ça m'a coûté quand même pas mal d'argent. Malentendu, erreur d'aiguillage, difficile d'attribuer une faute dans le cas de l'accident de Madame Ludy. Nous nous sommes rendus au home de Mon Repos, où Madame Ludy a suivi sa convalescence. C'est à la Neuveville. L'établissement abrite 120 pensionnaires, avec une très belle vue sur le lac de Bienne et des coûts clairement affichés. Pour le pensionnaire, le coût sera maximum de 184 francs 20 par jour. Ça comprend l'infrastructure, l'hôtellerie encadrement et une part soins qui est à charge du pensionnaire, donc qui donne ce coût maximum de 184 francs 20. Sont présents à la fois des jeunes créateurs novateurs et des créateurs de mode établis devant un public international. Qu'on vienne à Mon Repos suite à une maladie ou un accident, les tarifs peuvent-ils être différents? Il n'y a aucune différence au niveau des tarifs. Les tarifs sont identiques. Ce qu'il pourrait y avoir, c'est que si c'est une personne active, l'assurance accident de l'employeur pourrait prendre en charge les coûts du pensionnaire. Mais en cas de personne retraitée, donc il n'y a aucune prise en charge par l'assurance maladie et accident. Sauf s'il y a une assurance complémentaire qui pourrait couvrir les frais de cure et soins, mais ça c'est, voilà, chaque assurance, chaque personne est assurée différemment. Chaque mois, on établit les factures pour le mois précédent et on va établir 3 factures pour chaque pensionnaire. La première, qui est donc la facture à charge du pensionnaire pour 684 francs 20. Ensuite, on aura la deuxième facture qui sera la facture qu'on va adresser à la caisse maladie. Et la troisième facture, donc ça sera la facture qui sera adressée au canton. C'est aussi un forfait journalier en fonction du degré de soins. Les coûts d'un séjour en EMS sont donc facturés à 3 destinataires, à la caisse maladie, au canton et aux pensionnaires. Dans le cas de Madame Ludy, pour un séjour de 34 jours, 7 jours en avril et 27 en mai, comme sur cette facture, son assurance maladie, Visana, a payé 34 fois 93 francs 30, soit 3 172 francs 20. Le canton de Berne a payé 34 fois 85 francs 35, soit 2 901 francs 90. Et Madame Ludy a dû s'acquitter pour sa part de 6 366 francs 90. Alors en Suisse, faut-il s'inquiéter de l'état de ses ressources si on doit prévoir un séjour en EMS? Moi, je parle plus précisément du cas de Mon Repos, de notre institution. Nous ne faisons pas de différence. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de pouvoir payer par leur fortune personnelle la prise en charge, la part de prise en charge qui leur est choix, peuvent faire appel aux prestations complémentaires. Donc, dans ces conditions, non.
Parce que vous m'expliquiez, hein, Monsieur Desplan, qu'il y a certains établissements qui parfois demandent des garanties. Oui, ça existe, hein, tout à fait. C'est une manière de s'assurer que l'argent, en quelque sorte, pour parler crûment, qui doit revenir au home, soit assuré, en tout cas, dans une partie substantielle. Nous ne le pratiquons pas à Montrepos pour notre part. Nous avons choisi de ne pas demander de garantie. Ça permet justement d'offrir la possibilité à tout un chacun de venir, même en étant en situation financière diminuée. Pour sa part, Madame Ludy, elle, y a laissé ses économies. Pas simple de savoir à l'avance quels seront les frais à notre charge en cas de convalescence et de réhabilitation. Il y a eu visiblement une erreur d'aiguillage chez Visana. L'assurance se défend en nous disant ceci, je cite, « Madame Ludy a été informée que la franchise et les 10% de participation seront à sa charge. En cas d'hospitalisation, sa contribution aux frais se monte à 15 francs par jour. C'est à l'établissement que revient le devoir d'informer les patients des coûts qui ne sont pas couverts. » Jean-Marc Guinchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'association genevoise des établissements médico-sociaux. Alors, ce mauvais renseignement vous a fait réagir. Est-ce que ça arrive souvent ? Écoutez, ça arrive un peu trop souvent à mon goût. Je ne sais pas si c'est une question de formation des employés et des assureurs ou une autre question, mais ça arrive un peu trop souvent. Et nous conseillons généralement aux assurés de demander des confirmations écrites. Malheureusement, la plupart des assureurs refusent, et pour cause, d'envoyer ces confirmations. Et ça n'est pas normal. Parce que dans la relation assureur-assuré, il faut savoir que la partie la plus faible, c'est l'assuré. Et on a affaire, surtout dans ce contexte, à des personnes plus âgées. La dame en question, Madame Ludy, a l'air tout à fait bien dans sa tête. Elle a l'air de se débrouiller très bien. Elle est assistée par sa fille. Mais c'est quand même la partie la plus faible et c'est pas correct de l'avoir mal renseignée. Et si elle avait été dans un autre établissement, est-ce que ça aurait pu coûter moins cher ? Il y a des différences de prix quand même au niveau de la pension. Alors, il y a des différences de prix parce que là, elle est allée dans une résidence considérée comme privée, qui n'est donc pas subventionnée par l'État. Et si elle était allée dans une institution qui accueille des gens en convalescence ou en réhabilitation, mais reconnue par l'État, il y aurait eu une participation de l'État qui, à Genève, se monte à peu près la moitié du montant total du prix de pension. Et pour savoir ça dans d'autres cantons, on peut se renseigner auprès de la commune, par exemple. Alors, on peut se renseigner auprès de la commune, auprès du district, dans les cantons qui en ont, parce que souvent, les EMS ou ces instituts sont rattachés à des districts, ou bien directement auprès de l'EMS. D'accord. Et puis, normalement, l'établissement doit vous renseigner. Ça aussi, c'est une obligation, on est d'accord ? Alors ça, c'est une obligation légale, tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal. C'est le fournisseur de prestations qui doit également renseigner sur la prise en charge. Alors, on peut aussi aller dans un établissement médico-social parce qu'on est âgé, qu'on n'a plus d'indépendance et y rester longtemps. Est-ce que là aussi, le prix de la pension peut varier d'un établissement à l'autre ? Et qui le fixe, ce prix ? Alors, c'est l'État qui le fixe. La direction de l'établissement n'a aucune marge de manœuvre. Elle peut essayer de négocier, mais c'est l'État qui le fixe et il n'y a pas d'autre possibilité. Et il y a effectivement des prix qui sont différents en fonction des prestations offertes. C'est vrai ailleurs qu'à Genève, ça ? C'est à Genève et dans les autres cantons, c'est le même système. À peu près. D'accord. Merci pour ces renseignements et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À vous aussi. La semaine prochaine, émission sous haute tension. Pour détecter si vous êtes hypertendu, un mal invisible assez répandu qui peut avoir des incidences graves sur votre santé, vous pouvez en acheter en magasin, en grande surface, en pharmacie, sur Internet, des appareils qui vous promettent de prendre une mesure très simplement chez vous. Est-ce qu'ils sont fiables ? Question importante, évidemment. Avec l'aide de spécialistes, à bon entendeur, on a testé une douzaine de ces tensiomètres. Résultat, mardi prochain, plutôt étonnant. Lutter contre l'hypertension, c'est d'abord repenser à son mode de vie, alimentation, activité physique. Il y a aussi des traitements médicamenteux, pas toujours facile de trouver le bon, et certains sont controversés. Et puis, la possibilité de travailler sur le stress, un des facteurs de l'hypertension, par la méditation en pleine conscience. Il sera peut-être possible à l'avenir de prendre sa tension n'importe où grâce à un téléphone portable. Une application est actuellement développée par une start-up romande. C'est aussi à découvrir mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.